Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va s'attaquer à une œuvre assez radicale qui a quand même remporté un prix Pulitzer, Le déni de la mort d'Ernest Becker. C'est une théorie vraiment puissante qui prétend expliquer ce qui nous motive au plus profond de nous-mêmes, que ce soit nos angoisses personnelles ou les grands tournants de l'histoire. Alors, rentrons directement dans le vif du sujet avec la question qui est vraiment au cœur de toute la pensée de Baker. Oubliez le pouvoir, l'argent ou même la survie au sens classique du terme. Non, selon lui, c'est quelque chose de bien plus profond et franchement de bien plus dérangeant. Et la voilà, sa thèse centrale. Pour Becker, tout ce qu'on appelle la civilisation, vous savez, l'art, la science, les religions, même les pays, tout ça ne serait en fait qu'une gigantesque mise en scène. Un mécanisme de défense super sophistiqué qu'on aurait construit pour une seule raison, nous protéger de la terreur absolue de savoir qu'on va mourir. Mais pour bien comprendre comment fonctionne cette défense, il faut d'abord saisir le conflit fondamental, le paradoxe qui est au cœur même de notre condition d'être humain. Et Becker, pour ça, il utilise une métaphore, disons-le, assez inoubliable. Cette métaphore, c'est celle de l'être humain comme un dieu avec un anus. Ça peut paraître un peu cru, mais c'est très parlant. D'un côté, on a notre esprit, notre conscience, notre soi symbolique qui peut imaginer l'éternité, voyager dans le cosmos par la pensée. On est comme des dieux. Mais de l'autre côté, on a ce corps, un corps qui vieillit, qui tombe malade, et qui, à la fin, va pourrir. C'est ce grand écart, ce choc brutal entre l'infini de notre esprit et le fini de notre corps qui crée une terreur existentielle tellement forte que si on y pensait tout le temps, on ne pourrait tout simplement pas vivre. Ok, alors, comment on fait pour gérer cette angoisse écrasante au quotidien? Eh bien, on construit des murs psychologiques. On se raconte ce que Becker appelle un mensonge vital. Et ce mensonge, il prend la forme de ce qu'on appelle notre personnalité. Pour Baker, notre caractère, ce n'est pas vraiment nous, notre essence profonde. C'est plutôt une armure, une sorte de carapace qu'on se forge depuis l'enfance pour se protéger de cette vérité insupportable de notre condition. Et là, ça nous amène à une conclusion assez dérangeante. Être normal, finalement, c'est juste avoir réussi à bien se mentir, collectivement. La personne dite normale devient ce que Becker appelle un automate culturel. C'est quelqu'un qui a tout simplement accepté les règles du jeu de sa société pour se sentir en sécurité. Mais le prix à payer pour ça, c'est de vivre avec des œillères, de limiter sa perception de la réalité, enfermé dans une cage dorée d'illusions qu'on partage tous. Bon, si la normalité c'est une illusion collective, comment est-ce qu'elle s'organise, cette illusion? C'est là qu'intervient la culture. Selon Becker, c'est la culture qui nous donne les outils, les chemins pour dépasser la mort, au moins symboliquement. Le concept vraiment central ici, c'est celui de projet d'immortalité. Pour lui, une société, c'est en fait un grand système héroïque. Elle nous propose des modèles, des scénarios, des rôles à jouer pour qu'on ait l'impression que notre vie a un sens, qu'elle compte et qu'elle va laisser une trace qui nous survivra. Et cet héroïsme, il peut prendre plein de formes différentes. Ça peut être la religion, bien sûr, avec la promesse d'une vie après la mort. Ça peut être la politique, on se dévoue pour une nation, une cause qui, elle, est éternelle. Ça peut être la création, écrire un livre, peindre un chef-d'œuvre, laisser quelque chose derrière soi. Ça peut même être le business, l'accumulation de richesses, vu comme un symbole de puissance et de pérennité. Au fond, tous ces chemins sont juste des manières différentes d'essayer de vaincre la mort, mais sur le terrain du symbole. Mais, et c'est là que ça devient crucial pour notre époque, Becker met le doigt sur un problème. Les grands systèmes héroïques traditionnels, comme la religion, sont en perte de vitesse. Du coup, beaucoup de gens se retrouvent un peu perdus, sans un projet d'immortalité qui leur semble crédible. Et là, ils se retrouvent face à face avec l'angoisse de la mort, sans défense. Et pour Becker, c'est une des raisons principales de l'explosion de l'anxiété et de la dépression aujourd'hui. Parce que oui, ce déni de la mort, il n'est pas gratuit. Il a un prix très lourd, autant pour l'individu que pour la société. Et ce prix peut être absolument terrible. Becker va même jusqu'à réinterpréter la maladie mentale. Pour lui, ce n'est pas juste une question de chimie dans le cerveau, c'est ce qu'il appelle un échec de l'héroïsme. La dépression, par exemple, c'est quand notre projet d'immortalité s'écroule et qu'on se retrouve brutalement confronté à notre propre finitude. La schizophrénie, ce serait l'extrême inverse, une fuite totale du corps et de la réalité, pour se réfugier dans un monde symbolique personnel. Un héroïsme à l'état pur, complètement coupé du monde. Mais cet échec de l'héroïsme n'entraîne pas que des souffrances personnelles. Il mène aussi au mal. Le mal avec un grand M. Et c'est sans doute un des points les plus sombres, mais aussi les plus importants de toute sa théorie. D'où vient le mal, selon Becker? De notre besoin désespéré de prouver que notre projet d'immortalité est le bon. Quand deux projets s'affrontent, deux religions, deux idéologies, deux nations, l'autre devient la preuve vivante que notre vérité n'est peut-être pas la seule. C'est une menace existentielle,
Alors, pour se rassurer, on doit détruire l'autre. En l'éliminant, on prouve que notre système est le seul, le vrai, le seul qui mène à l'éternité. La guerre devient une façon de purifier le monde, en projetant notre propre mort sur l'ennemi. Alors, tout ça, ça a l'air d'une grande théorie philosophique un peu abstraite, non? Et pendant des décennies, c'est ce que ça a été. Mais dans les années 80, quelque chose a changé. Une nouvelle branche de la psychologie est née et elle a commencé à tester les idées de Becker en laboratoire. Et les résultats ont été assez bluffants. Cette discipline, c'est la théorie de la gestion de la terreur, ou TMT en anglais. Des psychologues sociaux se sont dit « Ok, prenons les idées de Becker et transformons-les en hypothèses qu'on peut vérifier ». L'idée de base est simple. Si Becker a raison, alors le simple fait qu'on nous rappelle, même subtilement, qu'on va mourir, devrait nous rendre plus agressifs dans la défense de notre vision du monde. Comment ça marche une expérience TMT classique? C'est assez simple. Vous prenez 2 groupes. Au premier, vous posez des questions anodines. Au deuxième, vous leur demandez de penser, même brièvement, à leur propre mort. Ensuite, vous demandez aux 2 groupes de juger, par exemple, quelqu'un qui a critiqué leur pays. Le résultat? Il est quasi systématique. Le groupe qui a pensé à la mort donne des punitions beaucoup plus sévères. Ce que ça montre, c'est que le simple fait d'effleurer l'idée de la mort, même inconsciemment, réveille en nous ce besoin viscéral de nous raccrocher à notre culture, à nos valeurs. Elles sont notre bouclier contre le néant. On les défend avec plus de hargne. C'est en quelque sorte la validation scientifique de l'intuition de Becker, des dizaines d'années plus tard. D'accord, mais concrètement, qu'est-ce qu'on fait de tout ça aujourd'hui? Cette théorie a 50 ans, mais elle n'a jamais été aussi pertinente. Comment elle s'applique à notre monde? Et surtout, est-ce que Becker propose une sortie de secours? Eh bien, notre monde moderne est un terrain de jeu incroyable pour les projets d'immortalité. On a le divertissement non-stop pour ne surtout jamais avoir à penser. On se construit une image parfaite en ligne, un héritage numérique qui nous survivra. On parle même maintenant de créer des clones numériques pour que nos proches puissent nous parler après notre mort. Ce sont juste des versions 2.0 du même vieux déni. Mais pour Becker, la solution, ce n'est pas de trouver une meilleure distraction. C'est tout le contraire. La seule issue, c'est d'oser regarder la réalité en face. Ça veut dire accepter de baisser la garde, de fêler un peu notre armure de caractère, accepter qu'on est vulnérable, qu'on est mortel, et de voir ça non pas comme une tragédie, mais comme la condition même qui donne toute sa valeur à la vie. Sa vision ultime, c'était ce qu'il appelait un héroïsme cosmique. Le vrai courage, ce n'est pas de chercher à être invincible, à laisser une trace éternelle. C'est de trouver du sens dans notre connexion au monde, à la création, aux autres. C'est de participer à quelque chose de plus grand que soi, tout en sachant qu'on n'est qu'un maillon passager. Et c'est sur cette question qu'on va se quitter. Si on accepte l'idée de Becker, si on arrête de courir, de se distraire, et qu'on commence à accepter cette vérité qu'on est mortel, qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce qui devient possible tout à coup? Pour nos vies, pour nos relations, pour nos sociétés? C'est une question vertigineuse et elle reste ouverte.